Ben, très bien, nous allons donc continuer. Vous m'écoutez là? Vous m'entendez? Oui, docteur. Très bien. Alors, nous allons donc continuer. On va faire donc les autres lésions de l'endocardite infectieuse. Et nous allons nous arrêter lorsque les 40 minutes se seront écoulées et nous allons donc reprendre une autre séance. Alors, donc, l'endocardite infectieuse ne touche pas uniquement que l'endocarde. L'infection commence d'abord par l'endocarde, mais elle peut aussi évoluer vers les autres tuniques. Alors, quand elle évolue vers le myocarde, elle peut entraîner une inflammation du myocarde, qu'on appellera myocardite. Bien, elle peut donner des micro-abcès. Ce sont des petits abcès qui vont aller au niveau du myocarde et elle peut donner aussi de grands abcès, notamment au niveau des anneaux. Ces abcès au niveau de l'anneau seront donc très difficiles à traiter et quelquefois il faut aller même les déterger et enlever donc ces abcès par voie chirurgicale. Il y a un abcès très particulier qui est l'abcès septal. C'est une complication de l'endocardite infectieuse aortique. Cet abcès septal donc, va pouvoir donner ce que nous appelons un bloc auriculo-ventriculaire à différents degrés. Donc, c'est un abcès au niveau du septum interventriculaire et qui pourra donc évidemment détruire le tissu de conduction. Et en détruisant le tissu de conduction, il pourra donc éventuellement se compliquer le bloc auriculo-ventriculaire complet ou bien partiel, du premier ou deuxième degré. Alors, quand vous avez un bloc auriculo-ventriculaire du premier ou du deuxième degré, il est sûr qu'il faut rechercher un abcès du septum interventriculaire d'endocardite infectieuse. Il y a l'infarctus par embolie coronaire, c'est rare, mais ça peut exister, j'en ai vu quelques-uns. Le péricarde, ben, c'est la péricardite, très rarement septique d'ailleurs, surtout une péricardite réactionnelle. Et au niveau des artères périphériques, eh ben, on peut avoir deux complications, soit une oblitération des artères, n'importe quelle artère de l'organisme, en particulier cérébrale ou des membres inférieurs par des embolies végétantes. Je vous ai dit tout à l'heure que l'embolie pouvait être, que la végétation pouvait s'emboliser, aller donc à la périphérie. Ce sont des complications quand même assez sérieuses dans des cas infectieuses. Vous avez les hémorragies cérébrales. Et on a vu tout à l'heure qu'une des causes des hémorragies cérébrales étant évidemment l'anévrisme mycotique. Les complications rénales. Donc, on peut avoir des infarctus, des micro-abcès, on peut avoir une glomérulonéphrite secondaire donc à l'atteinte rénale. Et en immunofluorescence, on a très souvent des dépôts granuleux sous-endothéliaux d'IgG et de compléments en rapport avec des complexes qui m'inscrivent. Pourquoi je vous ai mis donc cette diapositive? Elle me paraît importante parce que vous voyez très bien que les complications rénales sont de deux types. Soit elles sont de type infectieux, et lorsqu'il y a une infection, ça donne des abcès, ça donne de la glomérulonéphrite, et lorsque il y a des dépôts granuleux, c'est immunologique. Donc, l'atteinte rénale peut être donc soit immunologique, soit infectieuse. Et là, le contexte immunologique de l'endocardite infectieuse est à signaler. Toutes les maladies infectieuses graves et toutes les maladies infectieuses qui durent vont se compliquer évidemment de désordres immunologiques et peuvent même entraîner, ces désordres immunologiques peuvent entraîner des lésions d'autres organes. On voit très bien que l'endocardite infectieuse est une maladie assez complexe, mais qui ne touche pas uniquement l'endocarde. Et vous voyez très bien que c'est une maladie qui touche l'ensemble de l'organisme. Et ça, c'est important de le dire. Donc, c'est pour ça que c'est une maladie très, très grave. Vous voyez que tous les organes sont atteints et tous les organes peuvent être détruits.
Alors, maintenant qu'on a vu donc toutes ces lésions-là, et on a vu que l'endocardite détruisait l'endocarde, le cœur, mais aussi qu'elle pouvait détruire le corps entier, et donc nous allons voir le risque. Parce que tout le monde peut faire une endocardite infectieuse. Oui ou non? Alors, on a essayé d'identifier des facteurs de risque. Les facteurs de risque d'endocardite infectieuse sont très importants. D'abord, les cardiopathies à haut risque. Ce sont les prothèses valvulaires, les cardiopathies congénitales cyanogènes, ce qui donne la cyanose, les antécédents d'endocardite infectieuse. Ça, c'est fondamental. Ça, donc, c'est des choses importantes. Les cardiopathies à risque intermédiaire, ce sont les valvulopathies rhumatismales. Vous avez fait le rhumatisme aigu, vous avez fait le valvulopathie rhumatismale, et vous avez constaté que les valvulopathies rhumatismales étaient un risque évident de l'endocardite infectieuse. Vous avez le prolapsus mitral avec fuite et ou épaississement valvulaire, la bicuspidie aortique, les cardiopathies congénitales non cyanogènes, donc c'est à risque intermédiaire. Si vous avez la question à l'examen, en croc, cardiopathie à haut risque, il y en a 3. Et attention, ne mettez pas cardiopathie congénitale non cyanogène dans le haut risque. Cardiopathie congénitale non cyanogène, c'est dans le risque intermédiaire. Sauf la communication interauriculaire qui a faible risque. La communication interauriculaire se complique exceptionnellement dans des cardiopathies infectieuses. Et vous avez la cardiomyopathie obstructive. Voici donc les cardiopathies qui, lorsque un malade a ce type de cardiopathie, eh ben, il a un risque de faire une endocardite infectieuse. Nous allons passer maintenant à la clinique. Alors, sur le diagnostic positif. Alors, le diagnostic positif va reposer sur 3 éléments. 3 éléments importants. Une fièvre. La fièvre est quasi constante. Elle peut ne pas être permanente. Attention, vous pouvez avoir du 37. Et la fièvre, il faut prendre la fièvre tous les jours. C'est tous les jours faire une courbe thermique. Ce n'est pas à un moment donné, c'est tout le temps. Et on va interpréter la courbe thermique, pas un chiffre. Ne vous amusez jamais à interpréter un chiffre quand un malade est fébrile. Il faut prendre la température au matin au réveil, la température en début d'après-midi, la température au milieu de l'après-midi, la température au soir avant de coucher, ou bien lorsque le malade est vraiment fébrile, c'est toutes les 3 heures pour essayer de voir le type de courbe. Alors vous avez la courbe oscillante, ça aussi. Vous avez la courbe en plateau. En plateau, ça veut dire qu'il n'y a pas de pic fébrile. La température est constante. Elle est en plateau. Alors, deuxième point important, c'est la mise en évidence d'un agent infectieux. Et troisième élément, c'est une anomalie intracardiaque. Donc, il y a une cardiopathie. Donc, vous avez 3. Vous avez une fièvre et un souffle, pardon, j'ai oublié de vous parler du souffle. La fièvre associée à un souffle. C'est un souffle cardiaque nouveau, ou modifié. Quand un malade n'a jamais eu de souffle et il a un nouveau souffle, avec de la fièvre, attention, fièvre plus nouveau souffle, c'est recherché dans le cadre infectieux. Ou bien un malade qui a un souffle et qui s'est modifié, qui s'est aggravé. Là, il faut, bien sûr, fièvre plus souffle modifié, suspecté dans le cadre infectieux. Deuxième point, c'est d'aller identifier l'agent infectieux. On va voir comment on va identifier l'agent infectieux. Je ne vous le dis pas tout de suite, vous allez le découvrir durant ce cours. Et puis, le troisième point important, une anomalie cardiaque. Pourquoi une anomalie cardiaque? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les
facteur de risque. Voilà les anomalies cardiaques qu'on va rechercher. Mais il faut savoir que toute anomalie cardiaque peut évidemment donner une endocardite. Une prothèse. Un malade qui a une prothèse valvulaire, ça peut être une anomalie cardiaque. Un malade qui a un pacemaker, ça peut être une anomalie cardiaque. Donc, il faut donc absolument donc le chercher. Alors, on distingue deux types d'endocardite infectieuse. L'endocardite lente ou subaiguë, qui est dite de Jacob-Dosler, et l'endocardite aiguë, qui est dite de Senhouse-Kerpes. Alors donc, il y a deux types. Alors, on va commencer par l'endocardite, qui est dite endocardite Dosler. La température est le plus souvent progressive, irrégulière, avec frisson. Elle est accompagnée d'asthénie, de sueur, d'anorexie et d'arthralgie. Les signes cardiaques, c'est le souffle cardiaque, bien sûr, dont on va surveiller les modifications. S'il y a une modification, ça veut dire qu'il y a donc une aggravation. Ou bien quand il y a modification, il peut y avoir donc un signe en faveur de l'endocardite, on a vu tout à l'heure. La splénomégalie, notez très bien, mes chers étudiants, la splénomégalie, elle est modérée et de très grande importance diagnostique. La splénomégalie est de très grande importance diagnostique. Il y a les signes cutanés, il y a l'hypocratisme digital, le faux panaridosler, qui ne suppure pas, qui a une résolution spontanée, il y a les taches érythémateuses, il y a des placards érythémateux palmoplantaires de Janouet, il y a les pétéchies, il y a le purpura, il y a les taches blanchâtres de Roth qu'on va voir tout à l'heure au fond de l'œil. Donc voici les signes cutanés de l'endocardite Dosler, de l'endocardite lente ou subaiguë Dosler que vous devez tous apprendre par cœur. Maintenant, l'endocardite aiguë. On l'appelle l'endocardite de Senhouse-Kerpes. Le tableau ici est grave. Alors, le tableau est vraiment grave. Il est aigu. C'est un malade généralement qui vient en choc septique. Une température en plateau, elle n'est pas aussi lente. L'évolution est rapide, quelques heures, quelques jours. Alors que dans l'endocardite subaiguë, c'est des semaines, quelquefois des mois. Là, sur les lésions cardiaques, ce sont des lésions très destructrices. C'est des micro-abcès extensifs qui peuvent se constituer et qui vont détruire le cœur. Alors, la porte d'entrée, c'est la toxicomanie, la chirurgie cardiaque, pacemaker, staphylocoque, les germes, c'est le staphylocoque doré, très virulent, destructeur, le pneumocoque. Dans 50% des cas, on ne trouve pas de germes. Et l'état est très, très grave. La fièvre est très élevée, en 40 degrés en plateau. Il y a des frissons et l'état général est vraiment très altéré. C'est un véritable tableau de septicémie. Là, vraiment, le pronostic est très péjoratif et les sujets meurent très rapidement. Donc, on cite le pneumocoque, on cite le staphylocoque, on cite le piocénique, on cite tous ces germes donc extrêmement virulents et qui font la gravité de l'endocardite aiguë. Pour l'endocardite subaiguë, le germe le plus fréquent étant le streptocoque alpha-hémolytique. Le streptocoque alpha-hémolytique est un germe gentil, très sensible aux antibiotiques et qui donne une endocardite subaiguë beaucoup moins grave que l'endocardite aiguë de Senhouse-Kerpes. Alors, mes chers étudiants, cette phrase est importante. Alors, cette phrase est importante. Pourquoi? Vous allez la lire d'abord.
et vous allez découvrir que toute fièvre inexpliquée, inexpliquée, vous n'avez aucune explication à la fièvre. Chez un patient ayant une valvulopathie, donc on a vu que c'était un facteur de risque dans la valvulopathie, notamment rhumatismale. On a vu que la cardiopathie congénitale était un facteur de risque. On a vu que le sujet porteur d'une prothèse valvulaire, biologique ou mécanique est un facteur de risque. Nous avons vu que le sujet porteur d'un pacemaker est un facteur de risque d'endocardite droite. On va voir droite et gauche tout à l'heure. Et on a vu aussi qu'un sujet immunodéprimé, les sujets immunodéprimés pouvaient faire de l'endocardite infectieuse. Alors, toute fièvre inexpliquée chez un sujet, moi je mettrais chez un patient ayant un facteur de risque, qu'on a vu tout à l'heure, est une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut faire donc très attention. Une fièvre dont on ne trouve pas l'étiologie, alors qu'il y a un facteur de risque important, surtout un facteur de risque important, doit être considéré comme une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Alors, mes chers étudiants, les signes cutanés de l'endocardite infectieuse. Alors, regardez ces nodules douloureux de l'orteil. C'est très douloureux, ça. C'est des nodules bleuâtres, vous voyez, au centre bleu. Ça donne un œdème de l'orteil. On commence à la voir ici, 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 ici. Donc ça, c'est érythémateux sur les orteils. On les appelle les nodules d'Osler. Ça, ce sont des lésions non douloureuses. Ce sont des papules. C'est de l'érythème. Elles sont érythémateuses, vous les voyez, plein d'érythème. Au niveau des paumes des mains. Et ça, c'est typique d'endocardite infectieuse. C'est ce qu'on appelle les lésions de Janeway. Les lésions de Janeway. Regardez ces petites hémorragies, j'espère que vous les voyez là, au niveau de l'ongle, sous l'ongle là. Et ce sont des petites hémorragies en flamèche. En flamèche. Et ces petites hémorragies là, en flamèche, sont caractéristiques de l'endocardite infectieuse. Elles sont linéaires. Ça, ce sont des pétéchies conjonctivales. Il ne faut pas oublier, chez un sujet qui a une endocardite infectieuse, d'aller examiner les conjonctives. Vous serez peut-être surpris de voir ces pétéchies-là, sous-conjonctivales, hautement suggestifs d'endocardite infectieuse. Et là, ce sont des taches de Roth. Je vous ai parlé tout à l'heure des taches de Roth, R-O-T-H. Ce sont des petites hémorragies rétiniennes de l'endocardite infectieuse. Vous les voyez ici, à centre donc clair. Ce sont des hémorragies diffuses, rétiniennes. Et c'est un signe aussi très important qu'il faut rechercher à l'examen de la rétine au fond de l'œil lorsqu'on a une endocardite infectieuse. Nous allons voir maintenant les complications. Alors, avant, donc, je vais revenir sur les complications. Donc, les complications, je vais vous les donner. Alors, d'abord, vous avez les complications cardiaques. Alors, vous prenez note. Les complications cardiaques sont les troubles du rythme supraventriculaire, la fibrillation auriculaire, troubles du rythme supraventriculaire. Les troubles de la conduction, on a vu l'abcès septal pouvait donner le bloc auriculoventriculaire de tout degré, du premier, deuxième ou troisième degré. Vous avez une insuffisance cardiaque, on l'a vu, une mutilation valvulaire. Vous avez les troubles du rythme ventriculaire, les extrasystoles ventriculaires, jusqu'à la tachycardie ventriculaire dans les formes sévères. Là, l'épanchement péricardique important, parce que donc il y a un épanchement péricardique qui peut être important.
et de grande donc abondance et qui peut comprimer le cœur. Toutes ces complications donc cardiaques sont importantes à connaître. Vous avez aussi les complications extracardiaques, l'insuffisance rénale, les complications thromboemboliques, les complications emboliques végétantes. Lorsque la végétation se fragmente, elle peut aller donc vers le cerveau lorsque elle se trouve au niveau du cœur gauche, et elle peut aller vers le poumon, le cerveau, les membres inférieurs lorsqu'elle se trouve à gauche, et vers le poumon, donnant l'abcès septal lorsque l'endocardite se trouve au niveau du cœur droit. Alors, il y a deux types d'endocardite, l'endocardite du cœur gauche et l'endocardite du cœur droit. L'endocardite du cœur droit, ce sont les endocardites qui touchent la valve tricuspide, la voie pulmonaire. Et l'endocardite du cœur droit, c'est surtout secondaire à celle des toxicomanes, à la porte d'entrée veineuse. Lorsqu'il y a une porte d'entrée veineuse, les endocardites du cœur droit sont plus fréquentes que les autres endocardites. Donc ça, c'est très important à connaître. Ça donne donc des complications majeures. C'est l'embolie pulmonaire septique. Et ça va donner l'abcès septal. Les endocardites aussi du cœur droit, c'est celle du pacemaker, du stimulateur cardiaque. Alors, pour le diagnostic, les examens complémentaires, vous avez l'échocardiographie. L'échocardiographie, voilà une belle image de végétation énorme que vous voyez ici sur la valve mitrale. Ça, c'est une échocardiographie transœsophagienne. Pourquoi transœsophagienne? Lorsque l'on introduit une sonde dans l'œsophage, on verra mieux les images que la transthoracique. Alors, ce sont des images de végétation énormes, et ces images, donc ces végétations, peuvent se rompre et peuvent évidemment se fragmenter, aller à la périphérie. Le deuxième examen important après l'échocardiographie, ce sont les hémocultures. Alors, les hémocultures, c'est important. Le prélèvement donc de l'hémoculture est un prélèvement très particulier. Alors, je vous suggère d'aller voir, donc d'aller lire le polycopier que je vous ai fait. Et vous avez donc dans le polycopier, vous avez un chapitre réservé à l'hémoculture. C'est important d'aller le lire et de l'apprendre. Et pour donc les étudiants de Parnay, vous avez un TP, un travail pratique. Je ne sais pas s'il a été fait ou pas encore. En tout cas, il est sur le programme. C'est un travail pratique qu'il ne faut pas rater sur les hémocultures. C'est très important. L'échocardiographie est un examen non invasif, sans danger pour le malade, pouvant être répété à plusieurs reprises, basé sur l'émission d'ultrasons et n'est pas dangereux. On peut le refaire à plusieurs reprises et est très intéressant parce qu'il va suivre l'évolution des lésions. On va voir les lésions, donc il va d'abord individualiser les lésions et on va les suivre. Et on va suivre les complications, les différentes complications et l'évolution de l'endocardite infectieuse. Donc, c'est un outil très important, c'est un outil diagnostique, mais un outil aussi de suivi de l'endocardite infectieuse. Les hémocultures sont aussi nécessaires au diagnostic et nécessaires aussi à l'évolution. Donc, ce sont les deux examens clés. À l'examen, attention, donc, on vous pose quels sont les deux examens clés dans l'endocardite infectieuse. Il faut donc répondre que c'est l'échocardiographie et l'hémoculture. Alors, le diagnostic positif et différentiel va donc reposer sur les critères diagnostiques modifiés de la Duke University de Durac. La Duke University, donc, c'est américain. Et voici donc les critères majeurs. Vous avez donc devant vous les critères majeurs. On va très, très rapidement, parce que là, c'est du parcourisme. Vous pouvez les apprendre par cœur. C'est comme les critères de Jones et les critères majeurs de Jones ou les critères mineurs de Jones dans le rhumatisme articulaire aigu. Vous avez deux hémocultures positives pour des micro-organismes typiques de l'endocardite et prélevées à plus de 12 heures de distance. Donc ça, c'est important de le noter. Deux hémocultures positives, mais à plus de 12 heures de distance. Alors, toutes les trois ou une majorité de 4 hémocultures positives,
aller jusqu'à 4, plus même, avec au moins 1 heure. On a 1 heure entre la première et la dernière culture pour des micro-organismes compatibles avec une endocardite infectieuse. Là, c'est toujours compatible avec une endocardite infectieuse. Preuve sérologique, quand il y a une Coxella burnetii, c'est la sérologie qui va donc nous, évidemment, le diagnostic, ou bien une hémoculture positive pour Coxella burnetii. Preuve échocardiographique de lésion de l'endocarde, il y en a 4. C'est la masse intracardiaque, oscillant sur une valve cardiaque, sur les structures de soutien dans le trajet des jets de régurgitation sur un matériel implanté, en l'absence d'autres explications anatomiques, et donc la végétation, l'abcès cardiaque, l'apparition d'une désinsertion de valve, de prothèse valvulaire quand elle désinsère, donc elle se détache, et l'apparition d'une insuffisance valvulaire. Les critères mineurs, donc maladie cardiaque préexistante, toxicomanie intraveineuse, fièvre supérieure ou égale à 38 degrés, phénomène vasculaire. Parmi les phénomènes vasculaires, donc, il y en a plein. On peut citer l'embolie artérielle, l'embolie septique. Alors, le calculateur clinique, donc vous allez donc avoir donc cet outil de travail, et cet outil de travail va pouvoir permettre de faire le diagnostic. Alors, quand vous avez 2 critères majeurs et 0 critère mineur, vous faites le diagnostic d'endocardite infectieuse selon les critères de Duc modifiés. Si vous avez un critère majeur et 3 critères mineurs, vous allez faire le diagnostic d'endocardite infectieuse. Si vous avez 0 critère majeur et 5 critères mineurs, vous faites le diagnostic. Et là, vous allez cocher ici, évidemment. Et vous avez ici, par exemple, si je prends des critères mineurs, vous avez ici, par exemple, sur les phénomènes vasculaires, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez le choix et vous allez donc faire combien, vous allez marquer dans la petite case combien vous avez de facteurs ici. Et ensuite, vous allez comptabiliser. Il nous reste 10 minutes. On va reprendre si on ne termine pas. Alors, voilà donc l'endocardite est certaine lorsqu'on a 2 critères majeurs. 1 majeur et 3 mineurs, ou bien 5 mineurs. Elle est possible lorsqu'on a 1 majeur et 1 mineur, ou bien 3 mineurs. Elle est rejetée quand le diagnostic donc alternatif est ferme, c'est-à-dire qu'il rejette l'endocardite, expliquant le résultat de l'endocardite infectieuse. Résolution de la symptomatologie après moins ou égal à 4 jours de traitement antimicrobien. Aucune preuve pathologique de l'endocardite infectieuse retrouvée lors de la chirurgie ou l'autopsie. Et pas de critères cliniques d'une possible endocardite. Donc là, on la rejette. Alors, le pronostic, il est certain que l'endocardite infectieuse, quand elle n'est pas traitée, elle est mortelle. Bien sûr. Là, il y a eu quelques cas de guérison spontanée, mais dans certains cas d'endocardite subaiguë uniquement. Ce qui est important, c'est que même traité, le pronostic est généralement sombre. Pas parce que lorsque vous avez un germe blanc, quels sont les éléments de mauvais pronostic? Vous avez l'infection par des micro-organismes résistants aux mutilants, bien sûr. Vous avez une maladie cardiaque sous-jacente grave, dysfonction myocardique, hypertension artérielle pulmonaire, atteinte valvulaire importante. Vous avez les comorbidités, le diabète, l'hypertension artérielle. Vous avez un long retard de traitement. Vous avez l'atteinte de la valve aortique ou atteinte multiple, grande végétation, la bactériémie polymicrobienne, les infections de la valve prothétique, l'anévrisme mycotique, on l'a vu tout à l'heure, l'abcès de l'anneau valvulaire et les principaux événements. Les facteurs de risque importants
du choc septique. Méfiez-vous du diabète. Donc, une endocardite qui survient chez un sujet diabétique, c'est pas bon. C'est mauvais parce que c'est un sujet immunodéprimé. C'est comme pour le Covid-19. L'insuffisance rénale aiguë, c'est pas bon. L'infection à Staphylococcus aureus, c'est pas bon. C'est un mauvais germe qui est destructeur, qui est résistant. C'est un mauvais germe, c'est un mauvais microbe, c'est pas bon. C'est pas bon aussi quand on a une végétation d'une taille supérieure à 15 mm. C'est pas bon parce que ça se détache, ça crée des embolies, ça crée des résistances thérapeutiques et généralement c'est pas bon quand on a une grosse végétation. C'est pas bon. Lorsque l'infection prend longtemps, quand on n'arrive pas à la maîtriser, quand le sujet reste fébrile malgré un bon traitement antibiotique, le pronostic n'est pas bon. Alors, la mortalité de l'endocardite à Streptococcus viridans sans complications majeures est généralement inférieure à 10%. 10%, c'est déjà pas mal, attention. Elle est pratiquement égale à 100%, ça, je vous ai cité ces deux cas, lorsque vous avez une endocardite à aspergillus après chirurgie de prothèse valvulaire. Alors, si vous avez une complication post-opératoire d'endocardite post-opératoire quand vous avez placé une valve et quand vous avez une endocardite à aspergillus, je vous dis que le pronostic est des plus péjoratifs et le pronostic n'est pas bon et généralement en mortalité, donc c'est pas bon. Là, il faut faire donc, vous voyez qu'il y a une différence entre le pronostic qui dépend étroitement du germe. Vous avez là, je vous ai cité deux germes avec des pronostics complètement donc différents. Lorsque vous avez une endocardite droite, le pronostic est meilleur que l'endocardite gauche. Il faut dire que la valve la plus touchée dans l'endocardite est la valve aortique. Alors, la dysfonction de la valve tricuspide est mieux tolérée que la dysfonction des valves du cœur gauche, mitrale ou l'aorte. Les embolies systémiques sont absentes parce que c'est à droite. Vous avez des embolies pulmonaires. Les embolies pulmonaires, évidemment, sont moins graves que les embolies systémiques, embolies cérébrales, des membres inférieurs, etc. Les endocardites droites, à Staphylococcus aureus, répondent mieux au traitement antibiotique que les endocardites gauches. Donc, ce sont des éléments qui vont vous différencier entre l'endocardite droite, qui est de meilleur pronostic que l'endocardite gauche. Alors, le traitement, quelques éléments que je vous donne. Alors, les sujets qui ont une endocardite infectieuse doivent être évalués par un dentiste tout le temps et traités pour les maladies buccales, une bactériémie ou une endocardite. Ça, vous le notez. Et c'est une question d'examen. Si vous ne traitez pas les dents d'un sujet qui vient de faire une endocardite infectieuse, surtout subaiguë, vous n'aurez rien fait. Vous n'aurez rien fait parce que vous aurez laissé une porte d'entrée. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est toujours de traiter les portes d'entrée. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que pour les hémocultures, par exemple, les hémocultures, il faut les associer au prélèvement de la porte d'entrée. Si vous avez une porte d'entrée cutanée, il faut aller voir si vous avez un abcès cutané. Faites un prélèvement d'abcès cutané pour avoir le germe et pouvoir traiter correctement le malade. C'est très important. Les cathéters, par exemple, intraveineux, doivent être enlevés et vous allez les envoyer en culture à la bactérie. Alors, les cathéters intraveineux en place doivent être changés. Malade qui a une perfusion avec un cathéter, vous devez changer les cathéters. Si l'endocardite persiste chez un patient porteur d'un cathétérisme veineux central récemment inséré, ce cathéter doit également être enlevé. Tous les cathéters doivent être enlevés parce que c'est une source d'infection et d'auto-entretien de l'infection. Toutes les sources apparentes de la bactériémie doivent être traitées. Les tissus nécrosés, si vous avez donc un tissu nécrosé, de la peau, etc., doivent être débridés, les abcès drainés, le matériel étranger, les dispositifs infectés enlevés. Il faut enlever
tout ce qui peut être infecté dans le corps. Ça, c'est la première chose. Vous ne le faites pas, vous n'aurez rien fait, même si vous traitez aux antibiotiques. Alors, maintenant, le traitement, c'est l'antibiothérapie. C'est la double antibiothérapie, ça, il faut le savoir. C'est 2 antibiotiques. Alors, le type d'antibiotique et les doses dépendent du micro-organisme et de la sensibilité aux antibiotiques. Ça, c'est évident, toujours. Et pour l'endocardite gauche, les lignes directives actuelles de toutes les recommandations recommandent 6 semaines d'antibiothérapie parentérale, 45 jours d'antibiothérapie parentérale. Alors, vous avez donc sur le polycope que je vous ai donné, donc des schémas thérapeutiques. Je peux vous citer le schéma suivant que nous faisons en Algérie. Lorsque nous avons une endocardite subaiguë, eh bien, nous commençons tout de suite les hémocultures pendant 48 heures. On ne donne aucun traitement antibiotique, on suit la fièvre. Ce n'est pas une urgence de donner un traitement antibiotique. L'urgence, c'est d'aller faire les hémocultures, de faire l'échocardiographie. Donc, si le diagnostic est certain, donc une série d'hémocultures de la bithérapie, on associe généralement l'ampicilline à la gentamicine, l'ampicilline ou l'amoxicilline à 8 à 12 grammes, donc ce sont des doses très élevées, pendant 45 jours. Et la gentamicine, généralement, on donne 5 jours. Il y a certains qui donnent quelques jours, mais elle est néphrotoxique. Il faut faire très attention. Nous, on donne 5 jours ici en Algérie, parce qu'elle est vraiment très néphrotoxique et autotoxique. Et gentamicine à peu près à 2 à 3 mg, généralement c'est 3 mg par kilo, et par jour en petite perfusion. Nous, on donne une petite perfusion, on évite la voie intramusculaire parce que le malade est sous traitement anticoagulant. Et l'association donc de la bithérapie, ça marche bien dans les endocardites subaiguës. Maintenant, quand on a une endocardite aiguë, là, c'est plus méchant. Là, on va aller vers les antibiotiques des grammes négatifs, et on va aller vers les céphalosporines qu'on va associer à la gentamicine. Donc, c'est céphalosporine plus gentamicine.